Stéphane Slogard, dans la chambre droite au but de Slogard Jury Conseil. Un autre épisode qui va aider, je pense, et vraiment, je le trouve, je pense que ces épisodes sont nécessaires. Il y a tellement de victimes, d'accidentés, de gens qui sont lésés, qu'on a besoin de démocratiser tout ce phénomène-là, puis de bien guider les gens. Ça va bien, Stéphane? Ça va super bien. Beaucoup d'informations stratégiques pertinentes pour éclairer nos gens. Je pense que oui, aujourd'hui, le thème assurance invalidité privée. Oui. Il y a beaucoup de gens qui souscrivent à ça, d'ailleurs. Oui. J'en suis. Quand le contrat existe, mais que l'assureur cesse de payer. Ça arrive des fois, ça. Oui? Ça arrive des fois. Des fois? Oui. Pourquoi? Ben écoute, dans un contrat d'assurance invalidité, parce qu'on parle de contrat, il y a différentes clauses qui existent. Et les clauses qui existent, comportent des limites. Alors qu'on va chercher notre police d'assurance, on pense à la protection, mais on ne pense pas nécessairement à ses limites. Donc, quand l'événement survient et que la police prend fin, parfois c'est la surprise. J'imagine que l'assureur a toujours un bon motif pour cesser de payer, même s'il y a un contrat dûment signé et valide, pour lequel l'assureur a payé sa dîme. Oui, mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'assureur est habitué avec ses contrats, connaît les clauses, connaît le fonctionnement et sait quoi faire quand arrive une situation ambiguë, par exemple au niveau médical. Donc, quand on a une personne qui a un événement, qui a souscrit une police d'assurance, souvent, c'est les cas qu'on peut voir, ce sont des gens qui, de bonne foi, un peu comme tu l'as dit, toi, tu as souscrit une police d'assurance, mais ça ne veut pas dire que tu connais le contrat de façon détaillée de qu'est-ce qu'il y en est. Et si un jour, il t'arriverait malheureusement quelque chose, tu pourrais être indemnisé un certain temps, puis à un certain moment, il y aurait une fin, sans que tu saches pourquoi. Par contre, tu aurais une lettre de l'assureur pour te dire, ça termine, voici pourquoi. Devant cette situation-là, tu pourrais te poser des questions, demander qu'est-ce qu'il y en est au niveau du contrat d'assurance. Puis après ça, je m'en pose des questions, oui. Puis j'en ai en masse pour toi. Je veux juste vous préciser en commençant que l'épisode que vous regardez vise à informer et à vulgariser des notions générales. Ça ne constitue pas en soi un avis juridique, pas plus que ça remplace une consultation personnalisée avec un avocat. D'abord parce que chaque situation est différente et aussi parce que vous méritez un conseil qui est adapté, personnalisé à votre situation. Pour ça, il faut consulter un avocat de Slogard Jury Conseil. Stéphane Slogard n'est pas un avocat, mais il est le maître d'œuvre, le chef d'orchestre qui va bien vous guider et il a accès au meilleur pour vous aider à obtenir un résultat probant. Alors, Stéphane, sur ce thème du jour, commençons par les procès, parce qu'on ne s'en va pas toujours à procès nécessairement. Comment certains dossiers se règlent avant procès? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en assurance invalidité, il reste qu'un assureur qui a offert un produit. Il reste que, par exemple, toi, tu es protégé. S'il arrive quelque chose, puis qu'il y a une condition médicale qui fait en sorte que tu n'es pas apte à faire ton travail, c'est sûr que tu vas avoir une indemnisation. Si, à un moment donné, le changement de définition d'invalidité change dans la police, puis que l'assureur met fin, il va t'émettre une lettre de décision. Mais avant de dire « Hey, je m'en vais à procès, je sors l'artillerie lourde et on poursuit, etc. », il est d'usage de parler à son assureur, puis de poser des questions, puis de demander des précisions sur la décision qui est arrivée, en lieu et place d'aller à un procès tout de suite. Là. Donc, surtout que dans le courant actuel de la justice, c'est encouragé de tenter des règlements à l'amiable, de tenter ce qu'on appelle la conciliation. C'est dans l'air du temps, c'est dans l'air de la société. Donc, moi, ce que je dis, c'est, prenez acte de la décision, posez des questions, échangez, puis soyez en même de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi l'assureur émet cette décision-là. Puis, par le fait même, il y aura peut-être des idées qui vont émerger dans le sens de, si je fournissais tel rapport médical,
si j'allais voir mon médecin. Bref, ça vaut la peine de se parler. Les assureurs sont parlables, là. Comment on adopte une bonne posture stratégique face à un assureur? Dans un cas de refus? Ben ou- oui, notamment parce que, tu sais, on ne peut pas accepter bêtement de se faire dire non si on avait chez nous. Non, bien Tu sais, c'est fait ça, qu'il faut livrer effectivement. bataille, mais là, ça prend une certaine Ouais. stratégie. C'est là, d'ailleurs, que vous entrez en scène, là, normalement. Oui, puis je vais te dire, tu sais, si on fait un parallèle, on a parlé de la CNSST dans les derniers épisodes, on a parlé de Ouais. la Société d'assurance automobile, ça c'est au niveau administratif. Au niveau d'un assureur privé, il y a aussi ce qu'on appelle des règles du jeu qui sont régies par le contrat d'assurance. Donc, moi, ce que je dis, c'est, mais pourquoi pas demander la copie du contrat d'assurance pour bien le comprendre? Euh, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est un peu comme un accidenté du travail, un accidenté de la route. Quand nous arrive l'événement, on n'est honnêtement pas à notre mieux là, pour faire face à tout ça. Évidemment. Tu sais, puis On est l'assureur... vulnérable, en fait. Et Oui. l'assureur semble le savoir tout le temps. ça. Oui, mais l'assureur, il faut savoir que c'est son travail de gérer des polices et de vendre des polices d'assurance. C'est son, comme on dit, son core business. C'est ça qu'il fait. Donc, moi, je dis, l'assureur va de temps en temps interpréter de façon rigoureuse et stricte le contrat. Puis, ben, l'assuré, comme toi, comme toutes les, tu sais, souvent les entrepreneurs dans le domaine de la construction vont prendre des polices en cas de besoin. Ben, ces gens-là, ben, quand arrive la situation, là, on ne sait pas trop par quoi prendre ça. La première chose à faire, je pense, c'est facile à dire ici, là, devant la caméra et au podcast, c'est de respirer, de comprendre ce qui se passe, d'aller s'informer auprès de l'assureur, d'aller chercher de l'aide quand c'est requis. Puis oui, il y a des firmes spécialisées là, qui font ça, les bureaux d'avocats. Et ça, peu importe la situation, Oui. c'est toujours ça qui est le mieux à faire pour commencer. Bien, si on fait le point comme avec les accidentés du travail avec la CNSST, les accidentés de la route avec la SAC, les assurés en assurance invalidité avec les assureurs privés, ben il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et le mieux, c'est toujours de prendre le temps de comprendre le contrat d'assurance, prendre le temps de comprendre son médical, prendre le temps de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, se référer à son médecin, bref. Et si vous voulez moins vous retrouver dans le trouble, prenez les minutes additionnelles nécessaires, consultez s'il le faut, Oui, pour lire le contrat Oui. d'assurance. oui, On va pas être obligé de dire, ouais, c'était écrit, je ne l'avais pas bien lu, je ne l'avais pas bien compris. C'est C'était ça. écrit en 4 points de caractère. Si c'est écrit quelque part, ils peuvent s'en servir contre vous. oui. là. Oui, puis on a sûrement beaucoup de gens qui écoutent des sports d'équipe, le hockey, entre autres. Hein, JC, ça te concerne un peu, tu es un peu impliqué là-dedans. Règle pas ça. Non, mais tu sais, le fameux temps d'arrêt. Tu sais, dans un match, là, quand il y a un temps d'arrêt là, qui arrive, un match de hockey, puis là, le coach, il colle un temps d'arrêt, on se regroupe, puis on prend une pause, puis on regarde. C'est un peu ça. Faut que notre assuré en assurance invalidité, quand il arrive une situation qui se sent dépassée, ben il faut qu'il prenne un temps d'arrêt. Donc, il y a toujours 3 messages clés qui sont importants dans Ben, toute situation. Ben moi, ouais, à ce moment-là, je pense que tu parles du médical, tu parles du légal, puis tu penses aussi de la façon de agir spontanément face Ouais. à ça. Oui, effectivement. OK. Tu as raison. OK. Mettons y a-t-il un point de comparaison qu'on peut établir avec, disons, des régimes d'assurance publique? Ben, le point de comparaison, c'est que dans un régime d'assurance publique, si on parle de la CNSST, le contrat d'assurance, si on veut, c'est la loi des accidents de travail et maladies professionnelles. Les règles du jeu sont là. OK. Quand on parle de la SAC, le contrat d'assurance, pour le dire comme ça, c'est la loi sur l'assurance automobile. Puis, au niveau privé, c'est le contrat d'assurance. Puis, qu'est-ce qui est un peu particulier ici, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de contrats d'assurance différents qui existent. Contrairement à la loi des accidents de travail et maladies professionnelles, c'est la même loi pour tout le monde. OK, je comprends. Si toi, par exemple, tu souscris une assurance invalidité auprès de tel assureur, bien, il y a différents produits d'assurance invalidité.
Alors, quelles sont les clauses dans ton contrat? Comment ça fonctionne? Par exemple, est-ce que ce qu'on appelle le changement de définition d'invalidité survient après 12 mois, 24 mois ou 36 mois? Contrairement au régime public où tout est clair, puis c'est la même chose pour tout le monde, il n'y a pas matière à interprétation. Ben, C'est noir sur il blanc. y a toujours Bon, pas toujours matière parce que interprété, la loi est mais au moins les interprétée. contrats sont standards. Oui, puis au niveau d'un contrat d'assurance invalidité, ben, selon le besoin d'une personne, il va souscrire à un produit. L'autre personne va souscrire aussi à un produit d'assurance invalidité, mais ses besoins sont peut-être différents, donc le produit est différent. Puis quand je parle du changement de définition d'invalidité, ça, je pense que c'est important pour les gens de savoir c'est quoi. C'est qu'on peut avoir un produit d'assurance invalidité, on est protégé pour 12 mois, 24 mois ou 36 mois selon le contrat d'assurance. Puis au bout de ça, bien, pour recevoir des indemnités de remplacement de revenus, tu dois être alors invalide à tout emploi. Alors que pour la première portion, c'est invalide à ton emploi. Donc, OK. quand tu reçois ton assurance invalidité pendant 12 mois, 24 mois ou 36 mois, puis je pense qu'il y a du 48 mois aussi, puis que tu es invalide à ton emploi, bien, c'est en harmonie avec le contrat que tu as signé. Puis, peut-être que tu avais signé un contrat qu'après 12 mois, il y avait un changement de définition. Puis, quand tu l'as signé, tu ne le savais pas parce que tu voulais une protection, puis c'était ça qui était adapté à ta situation, mais le contexte a changé. Autrement dit, ils vont dire, tu étais assuré, mais pour ton emploi qui était travailleur de la construction, un travail ultra physique, mais tu n'es pas assuré pour tous les emplois. Donc, au bout de 12 mois, on te suggère de te remettre sur le marché du travail pour aller travailler dans une centrale d'appel. Exactement. Puis pour comprends. la compagnie d'assurance qui a vendu son produit, qui après 12 mois, il y a un changement de définition d'invalidité, bien, elle connaît le produit, donc elle va dire, bien, elle va vérifier après 12 mois si la personne est toujours invalide à tout emploi. C'est pas invalide à tout emploi, est apte à faire un autre emploi, mais c'est là que de temps en temps viennent des divergences entre l'assureur et l'assuré, parce que l'assureur va dire, bien, ton contrat prévoit qu'après 12 mois, par exemple, si tu es capable de faire un autre emploi, tu n'as plus le droit. Puis toi, puis ton médecin, peut-être vous allez dire, ben non, mais je suis incapable de faire tout emploi. Puis là, il y a comme une divergence qui intervient entre l'assureur puis l'assuré. Puis c'est là une opportunité pour jaser puis trouver des moyens pour se faire accompagner. Il y a encore beaucoup de gens lésés, qui se sentent lésés, qui se croient lésés, mais qui n'osent pas contester. Pourquoi? Oui, oui. Bien, il faut savoir que quand on conteste une décision d'un assureur, même si c'est administrativement, sans judiciariser le dossier, ben c'est qu'il faut comprendre c'est quoi la décision, puis il faut avoir des arguments si on veut contrer la décision. Puis là, ben, ça demande du temps, de l'énergie, des efforts, de l'argent, des consultations médicales et tout ça. Et comme on l'a dit tantôt, ben, quand on est un assuré qui vit une condition personnelle, puis qu'on n'est pas capable de faire notre emploi ou faire tout emploi, on n'est pas à notre mieux. Donc, est-ce qu'on est la meilleure personne à ce moment-là pour faire tout ça? Je ne le sais pas. J'ai un doute des fois là-dessus. Bien, c'est-à-dire qu'on peut essayer, mais pourquoi ne pas référer à des gens qualifiés dont c'est le métier Bien, pour augmenter les chances d'obtenir un résultat? effectivement. Ouais, il va m'en rester moins d'un poche. Pas nécessairement. Il va peut-être t'en rester plus que si tu t'arranges tout seul. Ben, moi, je dis, je prends un exemple hors sujet, tu as un problème médical, tu vas aller consulter ton médecin, puis si ton médecin, il ne comprend pas ta situation, il va peut-être te référer à un chirurgien, puis le chirurgien va regarder ça de plus proche, puis toi, ben, tu peux avoir ton avis là-dessus, puis tu peux aller chercher sur Internet toutes sortes d'informations, mais il restera que ta situation mérite d'être évaluée par un médecin, puis par une autre personne, puis tu sais, au niveau légal, c'est la même chose, tu sais. Mais ça va peut-être aussi t'aider à vaincre tes peurs, parce que des gens abandonnent généralement soit parce qu'ils sont épuisés dans une majorité de cas. Oui, on peut comprendre. Et là, je peux les comprendre facilement. La peur, ça, j'achète. Bien, je comprends un peu moins. Pour moi, là, perso, c'est celle-là, là, je la catch un peu moins, mais ça arrive fréquemment quand même. C'est là où tu as besoin d'être conseillé pour t'aider à vaincre tes peurs, puis pour que des gens travaillent à ta place, toi qui es déjà épuisé émotivement de tout ça, là, psychologiquement affecté. Là. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu apportes là parce que se faire accompagner en raison de nos peurs, souvent, c'est le médecin qui est le bon pour nous accueillir là-dedans. Puis si c'est plus compliqué, mais peut-être c'est un psychologue, peut-être c'est un psychiatre, etc. Peut-être ce sont des... Tu sais, je veux dire comme ça, il reste qu'on est un humain qui vivant une condition personnelle, qui est indemnisable en vertu d'un contrat d'assurance, puis oui, il y a toutes sortes de règles du jeu, mais à la base, il faut prendre soin de l'humain, là.
sais, au-delà du Exact. contrat d'assurance, au-delà des Exact. indemnités, au-delà du médical, c'est L'humain doit primer. l'humain doit primer, puis l'humain, ben, on le sait, c'est complexe, hein, les humains. un peu, Oui, ça un peut peu, l'être. un peu complexe. Puis le tribunal n'est pas toujours la meilleure option, hein. C'est un peu comme on l'entend souvent dans les bureaux d'avocats. Le meilleur deal hors cours est souvent... Le pire deal hors cours est souvent mieux que de s'en remettre à un jugement de la cour. Exactement. Puis moi, ben, par rapport à ça, encore, j'aime ça prendre un exemple externe. Tu sais, la chirurgie n'est pas tout le temps la meilleure solution à un problème. Donc, tu sais, prenons cette analogie-là extérieure pour comprendre que quand il y a une situation spécifique, avec un problème spécifique, ben, ça appelle des solutions spécifiques aussi. Même si les règles du jeu sont connues, ben, il y a toutes sortes de façons de pouvoir arriver à, je dirais, à s'en tirer à travers tout ça, là. Dirais-tu que mieux le dossier est préparé, mieux le dossier est présenté, porté, plus tu te rapproches d'un règlement hors cours? Ben, pour un règlement hors cours, c'est sûr que la première chose, c'est de bien comprendre la décision de l'assureur. Ensuite de ça, c'est d'avoir jasé avec l'assureur. Je dis jasé, mais écrit à l'assureur pour bien comprendre la décision. Ils sont là pour donner des informations. Quand on a bien circonscrit c'est quoi le nœud qui intervient, là, après ça, on est bien équipé pour aller plus loin. Puis si jamais au niveau, je dirais, administratif, hors judiciarisation du dossier, ben l'assuré n'arrive pas à s'entendre avec l'assureur, ben là, on pensera à d'autres moyens, là. OK. As-tu un dénouement type pour nous? Ben, ce que j'ai déjà vu plusieurs fois, puis j'invente rien, là, c'est documenté, c'est que une personne, puis souvent c'est les gars de la construction, hein, je vous prends souvent un exemple, les gars, parce qu'ils ont souvent des bons salaires, des bonnes conditions, ils travaillent fort, ils ont des contrats d'assurance qui n'ont pas pris le temps de lire, mais qui sont là, qui payent les primes. Puis à ce moment-là, ben je dirais, répète-moi juste la question, je ne veux pas l'échapper. Ben, le dénouement type. Oui, le là, dénouement tu sais. type, c'est que après avoir parlé avec l'assureur, puis trouver possiblement ce qui ne va pas, documenter avec son médecin, fournir la bonne pièce à l'assureur, mais l'assureur va prendre la bonne décision en vertu du contrat d'assurance grâce à la nouvelle information qu'il n'avait peut-être pas considérée quand il a pris la décision. Un cas qui peut arriver, c'est l'assureur émet une décision de refus. Quand il émet la décision de refus, il prétend que tu es capable de faire un autre emploi. Ton médecin dit non, il n'est pas capable de faire un autre emploi, mais il documente par un rapport médical détaillé expliquant en quoi il n'est pas en mesure de faire un autre emploi. Bien, ça peut être une belle façon pour un assuré de soumettre ça à son assureur qui va probablement réviser sa décision. Et s'il révise la décision favorablement, dossier réglé. S'il ne révise pas, hop, on revient à dire, bon, mais là, on fait quoi avec ça? Et là, ultimement, ben, il existe les tribunaux. Ben oui, mais avant le tribunal, moi, ce que je dis, c'est les exemples des avocats et avocates spécialisés en droit des assurances, assurance invalidité. Ben, ça peut être intéressant d'avoir une consultation juridique, de voir qu'est-ce que ces gens-là en pensent. Puis à partir de ça, sera aussi l'avantage pour dire, OK, ben est-ce qu'avec l'information que je viens de recevoir, je poursuis pas, j'arrête, etc. Donc, Pour résumer en conclusion, quand un assureur privé cesse de payer, arrête d'envoyer des chèques, c'est pas toujours parce que vous êtes plus nécessairement invalide. Exact. J'ai ce mot-là, mais c'est ça pareil. ça fait mal, Alors, ça, invalide. exact. Il faut comprendre le contrat d'assurance Ouais, et adopter la bonne stratégie Ouais. parce que tout ça peut changer l'issue en votre faveur. exact. Alors, restez pas seul. Surtout, ne restez pas seul face à une décision que vous ne comprenez pas et qui ne fait pas votre affaire, visiblement. Ouais. Puis moi, je dis, vous avez payé vos primes d'assurance, c'était en harmonie avec le contrat d'assurance. L'assureur a une décision qui ne fait pas votre affaire. C'est votre droit le plus légitime d'évaluer c'est quoi cette décision-là, de vous informer à la bonne personne, puis ensuite de ça, de prendre les bonnes décisions. Puis malheureusement, un peu comme un joueur de hockey, par exemple, va jouer avec une blessure, puis il va continuer à jouer son match. Il n'est pas à son mieux, mais il joue son match. Donc, Autrement dit, ouais,
comme le joueur qui joue sa game, allez droit au but. Allez droit au but. Avec slogan Jury Conseil. Oui, monsieur. Bonne semaine, Stéphane. Bonne semaine, au prochain. À vous autres Merci. aussi.